professeure de droit international à l'Université d'Angers, co-directrice avec Bérengère Taxil de Master 2 de droit international européen. Je suis également avocat et conseil devant les juridictions internationales, principalement du côté des États et un peu d'arbitrage d'investissement. Voilà. Ah, et mes domaines de recherche, j'oublie ça. Je fais beaucoup de recherches en droit de la mer en ce moment. J'ai un projet ZOMAD sur les activités dans les zones maritimes disputées. Également, je m'intéresse évidemment aux contentieux internationales parce que je le pratique et donc c'est bien aussi de compléter cela avec une connaissance théorique. À l'époque, ma thèse, elle avait porté sur l'application du droit international, un droit interne, notamment des résolutions des organisations internationales, mais j'ai laissé un peu de côté cet aspect-là de mes recherches pour l'instant. C'est un petit repos après la période de thèse de plusieurs années, on ne va pas dire combien. Et les problématiques seulement si on tend à confondre les deux. Dans le droit international général, la juridiction, le concept de juridiction porte d'abord sur une interrogation sur les compétences d'agir d'un État. Un État a-t-il le droit d'étendre son impérium, que ce soit ses règles de droit, son pouvoir de police, la compétence de ses juridictions à l'égard de telle ou telle situation. Il s'agit de règles qui permettent la cohabitation des États sur la scène internationale. Telle est d'abord la vocation du concept de juridiction. En droit de l'homme, le concept de juridiction, il a été surtout utilisé pour affirmer un espace, non pas de droit d'agir, de capacité d'agir des États, mais de responsabilité, pour affirmer l'existence de cet espace de responsabilité. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il y a une juridiction en matière de droits de l'homme que l'État il a une compétence de principe d'agir. Ce n'est pas parce qu'il se saisit d'une situation, typiquement l'occupation militaire, en soi, n'est pas un titre d'agir en droit international. En revanche, elle entraîne des obligations. Et le droit international, il prévoit des règles de ce point de vue-là. Et donc, et en termes de droits de l'homme, en matière des droits de l'homme, le concept de juridiction, il a surtout été interrogé lorsque l'État agissait en dehors de son territoire. Lorsqu'il s'agit de l'exercice par l'État de ses compétences normatives, juridictionnelles, de police à l'intérieur de son territoire, le concept n'est pas mis en exergue. C'est vraiment lorsque nous sommes en dehors de son territoire. Or, du point de vue du droit international général, le principe est que l'État ne peut en principe pas agir en dehors de son territoire. Il s'agit donc de l'interférence avec les compétences des autres États. Et donc, il faut juste, à partir du moment où on comprend qu'il s'agit de deux concepts distincts, il n'y a pas de problème. Il faut juste ne pas prendre l'un pour l'autre. C'est sans doute l'apport le plus significatif de la décision à l'encontre de l'Italie. Celle à l'encontre de Malte, elle est fondée sur un devoir normatif d'agir de Malte, tandis que celle à l'encontre de l'Italie, elle est surtout fondée sur la possibilité que l'Italie aurait eu d'agir dans une situation donnée pour prévenir une violation des droits de l'homme.
est-ce qu'il y a là effectivement un critère qui est intéressant à creuser, mais c'est un critère qui peut être vraiment difficile à mettre en œuvre parce que la capacité d'agir, elle s'analyse in concreto, comme les obligations positives des États, elles s'analysent in concreto. Alors que le concept de juridiction est un concept qui, a priori, est analysé non pas in concreto, mais sur la base de quelques critères généraux qui peuvent être dégagés et qui ont été dégagés au fil du temps, notamment le critère du contrôle effectif, entre autres, par exemple. Mais l'autre problème de la capacité d'agir, outre le fait qu'elle est très circonstancielle, c'est que ça reste un critère très difficile à apprécier. À quel moment, en fonction de quelles circonstances, on considère qu'un État aurait la capacité d'agir. Et en outre, la capacité d'agir, elle risque de rentrer en conflit justement avec les juridictions des autres États. Certes, les décisions du 27 janvier 2011, les constatations du 27 janvier 2011, elles portent sur un espace où aucun État n'a la souveraineté territoriale. Mais que se passerait-il dans des situations dans lesquelles un État, autre que l'État qui est tenu pour responsable et qui aurait la juridiction, donc un autre État aurait la compétence territoriale? On a là un risque potentiel mais important de conflit de juridiction. Certes, c'est pour affirmer la meilleure protection des droits de l'homme, mais n'empêche que les conflits de juridiction, comme on le voit, n'aident pas forcément à une meilleure protection des droits de l'homme. Oui, on peut se reposer sur l'obligation de coopération. Non, on ne peut pas se reposer sur l'obligation de coopération. On peut se reposer dans la mesure où il s'agit d'une obligation réelle, concrète des États. Tous ces États ont une obligation de coopération. Après, non, on ne peut pas se reposer dans la mesure où arriver à retrouver les paramètres concrets de l'obligation de coopération et de la violation de l'obligation de coopération n'est pas une tâche facile, et c'est principalement devant une juridiction qu'on arrivera, et donc toujours a posteriori, qu'on arrivera à donner des paramètres plus positifs, plus concrets. Est-ce que l'obligation de coopération peut être détournée pour ne pas remplir les obligations? Donc, pour se délester sur la Libye. Le problème, c'est que la Libye ne remplit pas les conditions d'un lieu de débarquement sûr et ne remplit pas non plus les conditions imposées pour qu'un État puisse être un État responsable d'une zone SAR. Et de ce point de vue, donc, et là je parle tout simplement de règles concrètes qui existent, qui sont facilement trouvables et invocables. Et donc le fait de renvoyer à la Libye l'obligation de secours en mer, l'application de l'obligation de secours en mer n'est pas une façon concrète de remplir l'obligation de coopération. Tout simplement à partir du moment où, à la base, les critères de la mise en œuvre de secours en mer ne sont pas remplis pour ce qui est de la Libye. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait un vrai problème avec l'obligation de coopération. C'est peut-être invoqué par les États, mais c'est sûr qu'il n'est pas très difficile de démontrer l'aspect fallacieux de cette invocation. Je pense qu'il est bon de faire feu de tout bois, mais encore faut-il qu'on ait au moins une petite allumette. Donc, je ne suis pas partisane des recours qui sont voués à l'échec d'emblée, parce qu'ils ne respectent absolument pas les règles relatives à la compétence d'une juridiction internationale. Lorsque on introduit de tels recours, j'ai l'impression que c'est plus fait pour qu'on puisse parler
du cabinet qui l'introduit ou de l'ONG qui est derrière, donc plus pour servir les intérêts privés de ces entités-là que pour servir réellement la cause qu'on entend défendre. Ce n'est pas parce que ça arrive sur la première page d'un journal, des journaux, un jour, qu'on a avancé dans la protection des droits de l'homme. Donc, je suis pour essayer d'ouvrir les portes, mais encore faut-il que ce soit non pas dans un cadre complètement fantaisiste, mais en ayant une bonne connaissance et une bonne conscience des règles applicables, y compris en matière juridictionnelle. Il y a une distance vraiment grande entre un jeu, entre une interprétation constructive, dynamique, extensive des règles existantes et la méconnaissance absolue des règles existantes de telles procédures met en exergue. Donc, on parle principalement des navires, des capitaines des navires de commerce. Les obligations, elles existent. Elles existent soit en vertu du droit international, on a vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les conventions maritimes internationales qui obligent les États à obliger les capitaines, soit en vertu du droit interne. Donc, même si je laisse de côté la question de l'effet direct du droit de la mer donc, et de l'opposabilité des règles du droit de la mer, du droit international de la mer, n'empêche qu'au moins en vertu du droit interne, de telles obligations elles existent. Pour ma part, je suis convaincue qu'elles existent aussi en vertu du droit international. Les règles du droit de la mer sont opposables, certaines règles sont opposables aux personnes privées et dès lors invocables aussi par les personnes privées. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, les États ne peuvent pas se délester sur les personnes privées. La bonne application de cette règle par les personnes privées, elle est dépendante du fait que les États doivent assumer leurs propres obligations. Et le rôle est le rôle principal. Les capitaines de navires vont sauver les personnes, mais ils ne peuvent pas devenir responsables de ces personnes-là. Donc, le débarquement, donc il y aura les premiers secours d'urgence qui seront fournis par les personnes privées, mais le reste doit être fourni par les États. Et les États ont évidemment failli à l'obligation du débarquement dans un délai raisonnable à je ne sais plus combien de fois, c'est le lot quotidien. Mais ils ont aussi failli apporter une réponse coordonnée face au défi de la migration de masse. Les règles de droit de la mer en matière de sauvetage sont prévues pour des sauvetages individuels, ne sont pas prévues pour des sauvetages de masse à cette échelle-là. Et donc là, on a besoin de règles qui soient adaptées et les États, ils ont failli, ils continuent à ne pas prendre la mesure de leurs obligations, y compris dans l'adoption de nouveaux amendements si nécessaire aux conventions OMI. Et ce n'est pas étonnant que, vu la faillite collective des États, ce soit toujours des personnes privées, là pour le coup les ONG, qui assumaient cette responsabilité-là. Mais les services de sauvetage doivent être organisés par les États. La Convention de Montego Bay prévoit que les services de sauvetage soient organisés par les États, pas par les ONG. L'actualité d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui, c'est la reprise de conflits armés en Israël et à Gaza. Et les commentaires, c'est difficile de faire un autre commentaire que celle d'une autre faillite collective de la communauté internationale vis-à-vis de ce conflit et de ces violations massives des droits des Palestiniens qui l'entraînent. De maintenir leur enthousiasme de 3e, 4e année,
tout en l'exerçant avec beaucoup de rigueur. Le discours ne suffit pas, je pense le discours, il est très important. Le discours des droits humains est un discours très important, mais il faut se parer de tous les outils techniques, y compris des moins intéressants et a priori, connaître à merveille les détails du droit international pour pouvoir arriver à promouvoir ces valeurs-là.